Présente-toi, en quelques mots. Alors, je m'appelle Mathéo, Mathéo Gabon, j'ai 25 ans. Je travaille dans une entreprise qui s'appelle Greenfish, qui a récemment été rachetée par Accenture. Et donc, les principales actions, les travaux, ce que réalise cette entreprise, c'est d'aider d'autres entreprises, c'est du conseil principalement, pour décarboner ces entreprises. Et moi, je suis plutôt expert sur la partie bâtiment. Et j'ai comme tâche de venir travailler sur différents projets qui sont liés au bâtiment, à la construction durable ou par exemple à la certification. Et voilà, donc j'ai fait l'ESTP, c'est une école qui est spécialisée dans les travaux publics, une école d'ingénieur. Donc du coup, je suis ingénieur et sur le court ou long terme, j'essaye de me spécialiser sur la construction durable et sur tous les enjeux qui tournent autour de l'écologie et aussi la biodiversité. Qu'est-ce que l'écologie selon toi? Ok. Pour moi, l'écologie, c'est. J'ai pas le terme exact, mais je me rappelle d'une phrase qui m'a quand même vachement marqué. C'est principalement le fait d'utiliser des ressources, de consommer et sans que les générations futures soient impactées par notre propre consommation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vivre comme on le fait maintenant, mais l'objectif, c'est aussi que les générations futures puissent vivre comme nous, on vit maintenant. Donc pour moi, c'est ça l'écologie, c'est le fait de pouvoir assurer la pérennité en fait de la vie des générations futures. L'écologie et le développement durable sont deux choses qui vont ensemble? Alors, c'est un vaste sujet aussi que je trouve très intéressant parce que il y a aussi ce côté où on va souvent se poser la question, est-ce que en tant que personne unique, c'est utile que j'agisse? Est-ce que c'est important que ça commence par moi ou il faut d'abord qu'il y ait des politiques publiques, il faut d'abord que les entreprises agissent avant que moi je commence à agir? Du coup, pour moi, le lien entre... je suis partisan du coup pour ce lien entre l'écologie et l'éco-responsabilité que ça vienne d'abord de chacun, parce qu'au final, pour moi, parmi les chacun, il y en a un qui sera un haut responsable, il y en a un qui sera un gérant d'entreprise, et si cette personne est responsabilisée à sa petite échelle chez lui, fait attention à ces sujets d'écologie, il le fera aussi dans son entreprise. En fait, pour moi, je joins vraiment les deux, donc du coup, l'écologie et l'éco-responsabilité, ça va forcément ensemble. Et il y a vraiment plein de petites choses à faire, je trouve, pour être responsable au quotidien dans l'écologie. J'ai vraiment l'impression en fait que ça se transforme comme un véritable mode de vie, dans le sens où si t'es entre guillemets écolo, il va avec le zéro déchet, donc tu vas essayer de réduire tes déchets, tu vas essayer de manger moins de viande, tu vas essayer de te déplacer à vélo, tu vas essayer de, je sais pas moi, rénover ta maison, tu vas essayer de plein de petites choses comme ça qui relèvent de l'éco-responsabilité et qui sont forcément dans le but d'être, comme je l'ai défini juste avant, euh, de ne pas impacter les générations futures, donc d'être écologique. Savais-tu que le secteur de la construction en Île-de-France est responsable d'un quart de la pollution liée au bâtiment? Comment arrivez-vous dans le secteur du bâtiment à lier construction et écologie? Alors ça, c'était un de mes sujets que j'avais lorsque j'étais en stage. C'est un sujet qui est vachement intéressant. Du coup, le secteur de la construction, je crois qu'en France, c'est le deuxième secteur le plus émissif en carbone, juste après les transports. Donc ouais, il y a beaucoup de choses à faire sur le secteur du bâtiment parce que c'est lié notamment au béton. Il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, le béton, ça représente jusqu'à 11% des émissions de carbone, de gaz à effet de serre. Enfin, carbone ou gaz à effet de serre, je suis pas sûr, faudrait que je vérifie. Mais donc juste pour dire que le béton et le ciment qui est utilisé dans ce béton-là, il est extrêmement émissif et donc il est problématique parce que il cause une grosse partie du réchauffement climatique. Et donc du coup, il y a plein de choses qui sont un petit peu mises en place pour essayer de réduire ces émissions-là. Donc l'objectif, c'est d'être un petit peu moins dépendant comment on appelle ça, du béton. Et ça, c'est vraiment pas facile parce que en gros, pendant des années et des années, on a cherché à construire de manière plus rapide parce que si on construit plus rapidement, ça nous fait économiser de l'argent.
de manière aussi plus flexible. Et il faut savoir que le béton, ça nous permet d'avoir une certaine flexibilité architecturale, de manière aussi résistante, parce que le but, c'est de mettre moins de matière dans notre bâtiment pour être sûr que ça nous coûte aussi moins cher. Enfin, il y a toujours une recherche de, comment dire ça, économique qui est importante. Baisser les coûts, c'est quelque chose qui, pour une entreprise, est primordial. Et le béton a permis ça. Et donc, après des années et des années de construction béton, on se rend compte qu'il y a un problème qui est lié au carbone. Et maintenant, on essaye d'en sortir. Et c'est pas simple. C'est pas simple parce que on est vraiment pas addict, mais on est c'est l'un des meilleurs matériaux. C'est le plus facile à utiliser. Une majorité d'ouvriers sont formés à ce matériau-là, donc c'est vrai que c'est difficile d'en sortir. Et donc, il y a un gros... Enfin, je pense que c'est pour ça que j'ai choisi un petit peu ce secteur-là, parce que pour moi, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses sur lesquelles il faut réfléchir pour allier construction et écologie. Et donc, pour ça, il y a des choses qui se développent. Il y a une réglementation qui est sortie début 2022, du coup, qui s'appelle la RE 2020. Et en fait, elle vise à réduire, à pallier le nombre de... Enfin, pas le nombre, mais la quantité d'émissions de CO2 par bâtiment. Et donc, du coup, il va falloir rendre des, entre guillemets, rapports où il va falloir expliquer, faire des calculs pour montrer que notre bâtiment, lorsqu'on rend donc un permis de construire, il va falloir expliquer qu'il est moins émissif. Il y a aussi des nouvelles réglementations sur le biosourcé. Donc maintenant, on va faire en sorte que dans le bâtiment, il y ait une partie qui provienne qui soit biosourcée. Donc quand on dit biosourcé, c'est que ça vienne, par exemple, je sais pas moi, du bois, de la paille, ou que ça a été biosourcé. Le béton, lui, n'est pas biosourcé. Après, il y a aussi une recherche d'avoir des matériaux qui sont géosourcés, donc de la construction avec de la paille, avec de la pierre, par exemple. Donc géosourcé, ça vient de la terre, et biosourcé, c'est un peu ça pousse, et on peut le réutiliser à foison. Pas à foison, mais c'est renouvelable, quoi. Donc il y a des gros enjeux sur la construction qui serait écologique. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Il y a des labels aussi, donc des labels qui vont venir certifier le fait que le bâtiment est biosourcé, par exemple, ou des labels qui vont venir certifier que ton bâtiment a un objectif de écologique, enfin qui a un objectif de réduction du carbone ou d'utilisation de biosourcés. Et penses-tu que les méthodes employées de nos jours pour diminuer la pollution sont suffisantes? Ok, c'est une bonne question parce que du coup ça m'a rappelé ce que je voulais dire. Les méthodes employées, on a parlé un petit peu du béton, on a vu que c'était quand même vachement problématique. Et les méthodes employées, en fait, c'est vrai que l'ensemble en gros des constructions, l'ensemble des bâtiments, l'ensemble des logements, on appelle ça le parc. Et donc en fait ce parc, souvent, vu que la population augmente un petit peu, et puis même pour que comment on appelle ça, le marché de l'immobilier continue à fonctionner, en fait, il faut toujours produire plus et continuer à construire des logements. Et il y a beaucoup d'écologistes ou de personnes qui travaillent sur ces sujets-là qui poussent pour qu'il y ait d'abord une rénovation, en fait, une rénovation qui va venir permettre de réutiliser, réemployer des bâtiments qui ne servent plus. Il y a même aussi des travaux qui sont faits sur la réversibilité, dans le sens où il va y avoir par exemple des grands bâtiments qui étaient destinés à recevoir plutôt des entreprises et qui maintenant sont plus utiles parce que ces entreprises n'existent plus ou personne ne les a repris. Et donc la réversibilité, elle va venir permettre de passer d'un bâtiment qui était destiné au logement, qui après pourra peut-être servir à du tertiaire, qui après pourra peut-être servir à des entreprises. Et donc, il y a plein de sujets qui viennent sur la table pour éviter d'avoir à construire de plus en plus. Parce qu'en fait, même si on construit aujourd'hui avec des bétons qui sont moins émissifs, même si on construit avec du géosourcé, même si on construit avec du bois,
il y a quand même une phase qui sera très émettive parce que le bâtiment, qu'on le veuille ou non, c'est un secteur qui consomme énormément en fait, que ce soit l'eau sur le chantier, que ce soit le déplacement des différents, comment on appelle ça, de différents outils, que ce soit c'est quelque chose d'assez énorme et sur l'échelle d'un pays, forcément, ça représente une part qui est considérable, même si on utilise uniquement des matériaux qui sont bénéfiques. Donc l'avantage de la rénovation, c'est qu'il y a déjà quelque chose d'existant et on va juste venir le reprendre, le rajouter et ça va forcément diminuer les, comment on appelle ça, les émissions. Mais par contre, ça réduit pas les coûts. Et c'est en gros l'un des enjeux principaux en France, c'est que la rénovation coûte cher. Et par moments, c'est assez complexe aussi à mettre en place parce qu'on n'a pas toutes les informations nécessaires pour savoir comment est-ce que ça a été construit, quels sont les différents éléments qui font partie de ce bâtiment. Donc, c'est un gros sujet aussi. Selon toi, quels sont les leviers pour réduire l'empreinte carbone du secteur de la construction en France? Un petit peu, et les leviers, ce serait pour moi la rénovation, faire oui, principalement de la rénovation, ne pas se cantonner à la construction, essayer de faire au maximum du biosourcé ou d'utiliser des matériaux qui sont dans la moindre mesure le moins émissif possible, pardon, pas dans la moindre mesure, mais qui sont le moins émissif possible. Et après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui sont contraignants en fait, que ce soit économiquement ou même au niveau des assurances qui parfois ont plus peur de mettre de l'argent dans un bâtiment qui est en béton que dans un bâtiment qui va utiliser une technologie qui est assez nouvelle. Enfin, quand je dis une technologie, c'est plutôt une innovation parce qu'ils vont avoir peur, je sais pas, que le bâtiment prenne feu, alors que c'est pas forcément le cas. Un bâtiment qui sera fait en paille va pas prendre feu plus facilement qu'un bâtiment en béton. Donc il y a plein d'enjeux, enfin plein de sujets, et c'est vraiment plein de choses qui sont entremêlées, qui sont assez complexes, et c'est pour ça du coup je me dis que en tant qu'ingénieur, on a quand même beaucoup de sujets et beaucoup de progrès à faire sur tout ça. La croissance économique est-elle compatible avec la protection de l'environnement? C'est le sujet de la croissance verte. Alors, je suis pas du tout un expert dans ce sujet-là, donc je suis obligé de me baser en tout cas sur ce que j'ai pu voir ou lire de personnes qui sont du coup expertes dans ce sujet-là. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal à voir, même en cours, lorsque j'étais en cours, on nous a démontré de manière assez scientifique, je pense, même si bien évidemment il y a des personnes qui seront en désaccord, pourquoi est-ce que une croissance verte n'est pas compatible avec la protection de l'environnement pour tout ce qui est lié aux limites planétaires. Donc il y a aussi beaucoup de sujets sur, je crois qu'il y en a 9 en tout. Je les connais pas, malheureusement, faudrait que je me renseigne plus et que je les connaisse de manière plus précise et exhaustive, mais il y a 9 limites, je crois, planétaires. Et donc le fait en gros d'être dans un process de croissance où il faut toujours qu'on consomme plus pour qu'on consomme plus pour continuer à avoir cette croissance économique, elle est problématique parce que on se rend bien compte que si on consomme toujours plus, on pourra pas revenir à des seuils où les ressources de la terre se renouvellent, ou parce que donc qui dit consommer plus dit aussi produire plus. Produire plus, c'est aussi je sais pas moi, si on veut plus de voitures, si Renault va avoir une croissance positive, c'est forcément vendre plus de voitures, et donc qui dit vendre plus de voitures, il va y avoir une réflexion liée autour de l'ingénieur pour que, ok, au lieu de faire une voiture à 90 tonnes, elle aura la même puissance, ce sera exactement le même modèle, mais elle aura plutôt 90 tonnes de moins que, je sais pas, les 2 tonnes d'avant, elle en fera plus que 1,2 tonnes. Donc là, on a peut-être dans l'idée une croissance qui ferait que elle serait hypothétiquement verte parce qu'on vend plus, mais mieux, et donc ça pourrait être vert, mais je sais qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'effet rebond, où nous, en tant que consommateurs, dans notre consommation, lorsqu'on va voir qu'un produit nous coûte le même prix
ou alors, l'entreprise va faire en sorte de produire plus avec moins, bah, c'est dans notre génétique de consommer plus dans tous les cas. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai un peu de mal à croire en cette croissance verte et cette croissance écologique qui est compatible avec la protection de l'environnement. Le développement durable coûte-t-il plus cher? Bah, ça dépend. Ça dépend. J'ai envie de dire d'un côté, pas du tout. Et de l'autre, oui. Parce que, par exemple, dans une utilisation au quotidien, par exemple, moi, je sais pas, je vais acheter moins de viande. Donc, si j'achète moins de viande, mon panier à la fin du mois, il est moins cher. Donc, là, je pourrais répondre typiquement, bah non, ça me coûte pas plus cher. Après, je sais pas si, par exemple, je vais être écolo et je vais me dire, ok, aujourd'hui, je vais essayer, au lieu de prendre la voiture, je vais prendre le vélo. Donc, forcément, ça me coûtera moins cher aussi en essence à la fin du mois. Si je me dis, je sais pas, moi, à la maison, je vais passer de 19 degrés au lieu de 22, bah, ça va me coûter moins cher aussi. Mais après, si je me dis, il faut que je rénove ma maison en entier pour être écolo, bah, là, oui, ça va forcément me coûter plus cher. Mais après, c'est peut-être des économies aussi sur le long terme parce que bah, j'aurais installé un meilleur chauffage et j'aurais installé une rénovation de mon logement. Et donc, du coup, je ferais des économies sur l'électricité ou le gaz à l'année. Et après, si c'est aussi... faut aussi se rendre compte que consommer local, consommer français, bah forcément, oui, des fois, ça a un prix. Les légumes seront plus chers si je les consomme bio. Euh, les vêtements aussi que j'achète, si je me dis j'ai pas envie d'acheter sur Chine parce que bah, ça correspond pas à mes valeurs, bah, si je passe d'un t-shirt à 90 centimes à un t-shirt à 15, oui, forcément, ça me coûtera plus cher. Mais après, pour moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'économies à faire à titre individuel en ayant un mode de consommation qui est plus écolo. Mais après, sur la partie d'entreprise, c'est vrai que parfois c'est compliqué parce que forcément, bah, qui dit écologie dit innovation. Et dans ces innovations, il y a aussi une partie où bah, il y a de l'inconnu, il faut réadapter son mode de production, réadapter son mode opératoire de construction. Par exemple, on va dire que je suis une entreprise, j'ai formé 10 000 ouvriers à construire du béton. Bah forcément, ça va me coûter de l'argent de devoir les former à construire du béton, soit des bétons qui sont moins émissifs, ou alors de devoir passer carrément à la paille ou de devoir faire de la construction de bois. Ça va me coûter de l'argent de devoir reformer des gens, de devoir aussi je sais pas moi, réfléchir à ce nouveau mode-là. Bah, forcément, il y aura plein de coûts qui seront liés à ce changement-là. Mais après, d'un autre côté, c'est important pour l'entreprise de faire ce changement-là parce que si elle ne le fait pas, sur le long terme, il va y avoir des réglementations qui vont l'obliger à le faire. Et bah, ça coûtera d'autant plus cher parce qu'elle aura juste du retard. Donc je pense que pour les entreprises, il y a un côté aussi où il faut qu'ils arrivent à être prévoyants et de réfléchir en amont pour éviter d'avoir à subir des réglementations sur le long terme. Et on voit que quand même beaucoup d'entreprises, en tout cas de majors du BTP, réfléchissent à ces sujets-là et commencent à mettre de l'argent sur la table pour que on puisse évoluer dans le bon sens et qu'après, au final, c'est toujours un sujet économique. Pour eux, ils savent que ça va leur coûter plus cher plus tard, donc autant le faire maintenant. Jusqu'à quel point la technologie peut-elle régler nos problèmes? Vous voyez, il y a un gros sujet aussi sur ce qu'on appelle le technosolutionnisme. Est-ce que la technologie et le futur et les scientifiques vont régler tous nos soucis? Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a des innovations qui sont vraiment incroyables. Il y a des personnes, donc une entreprise qui s'appelle Néolith, par exemple, elle va venir collecter tous les déchets que tu peux pas recycler et les transformer en gravier. Donc du coup, en fait, ton béton, lorsque tu vas construire je sais pas moi, un mur, et bah, tu auras un bilan carbone qui sera incroyable, qui sera limite négatif, parce qu'en fait, il va venir de granulats qui ont récupéré des déchets. Donc en fait, tu t'évites une pollution, et donc ton bilan carbone est positif. Tu as plein d'autres innovations comme ça qui vont venir réduire le bilan carbone de ton béton, ou je sais pas, enfin,
Donc pour moi, il y a plein d'innovations qui sont vachement intéressantes, mais il faut faire attention parce que pour moi, le technosolutionnisme n'est pas la solution. La technologie n'est pas la solution parce que ça dépend beaucoup. Pour moi, quasiment tout repose sur l'utilisation personnelle et l'exploitation, en fait, en tout cas pour le bâtiment, du consommateur. Donc, une fois que tu es dans ton appartement, si tu laisses tes lumières allumées toute la journée et que tu mets ton chauffage à 27, on aura beau avoir fait toutes les réflexions du monde sur comment est-ce qu'on produit notre bâtiment, il y a quand même des gros soucis à relever. Et c'est notamment visible, par exemple, en Allemagne, il y a eu une grosse politique sur la rénovation du bâtiment. Après, il y a des bâtiments qui n'ont pas été rénovés correctement. Il y a plein de sujets sur la rénovation qui a été opérée en Allemagne, mais en Allemagne, il y a beaucoup de bâtiments qui ont été faits, qui ont été rénovés, pardon. Sauf que, vu que les bâtiments étaient rénovés, pour le même prix, les Allemands avaient un confort qui était... en gros, pour le même prix, ils pouvaient avoir un meilleur confort. Donc, ils se sont dit, autant avoir un meilleur confort. Et donc, le fait que des milliers de personnes aient fait rénover leur bâtiment, mais pas dans le but de garder le même confort, mais d'augmenter de confort, ça a fait que on n'a vu aucune progression. Malgré les milliards d'euros qui ont été dépensés, il n'y a pas eu de réelle progression sur avant et après la rénovation. Donc, du coup, il y a une grosse importance qui est liée à l'utilisation et comment est-ce que chaque personne se comporte au quotidien. Parce que s'il y a des ingénieurs qui réfléchissent à réduire, je sais pas moi, l'efficacité de ta voiture, mais du coup, pour le même prix, du coup, tu peux l'utiliser plus et tu l'utilises plus. Ça sert à rien qu'on trouve des nouvelles technologies et qu'on améliore une voiture si c'est juste pour qu'on consomme toujours plus. Si on regarde les graphes liés à l'utilisation du pétrole ou l'utilisation du charbon, il n'y a jamais eu de baisse. Donc, c'est un petit peu là où je trouve que le technosolutionnisme a une limite. L'aménagement du territoire doit-il être plus dense pour être durable? Pareil, c'est un sujet, je m'y connais pas vraiment, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que on a souvent, tu sais, on fait le lien entre s'il faut être écolo, faut vivre à la campagne, alors que d'autres te disent, non, du coup, il faut vivre dans un appartement haussmannien parce que t'as un partage de chaleur, tout est à proximité, t'as des bâtiments qui sont un bâtiment, t'as plusieurs personnes qui y vivent, et donc forcément, ton bâtiment, il sera moins émissif que une maison à la campagne où tu as utilisé, je sais pas moi, 20 tonnes de béton pour 5-6 personnes, alors que là, tu as 30 tonnes de béton pour 10 personnes, tu vois. Donc, c'est un sujet, j'ai pas envie de donner de réponse claire et précise, mais juste peut-être amener les gens à se renseigner dessus, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont intéressants. Et il y a aussi le sujet de la vacance. On appelle ça la vacance, je crois. Parce que en France, tu as énormément de logements qui sont inhabités ou alors très peu habités à l'année parce qu'on a une culture où on aime bien avoir un ou deux, peut-être pas nous, mais avoir des maisons de vacances ou avoir avoir des maisons de vacances ou avoir plusieurs logements, être propriétaire de plusieurs logements. Et ce qui fait que, par moment, il y a des constructions qui sont réalisées, mais qui sont inhabitées. Donc, c'est un petit peu problématique. Pourrais-tu nous partager tes pensées sur la surconsommation et la surproduction? On en a parlé un petit peu. La surconsommation, pour moi, ça revient un petit peu au sujet qu'on avait sur la rénovation, dans le sens où, pour moi, le consommateur est vraiment responsable. Contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, souvent, on essaye de déléguer en disant tant que Coca n'a pas fait l'effort, pourquoi est-ce que moi je le ferais alors que Coca produit des milliers et des milliers de tonnes de plastique, Coca pollue énormément, ou alors Total. On a souvent ce réflexe de dire je ne ferai pas d'effort parce que c'est aux politiques d'en faire et c'est aux politiques et c'est aux entreprises d'en faire parce qu'ils représentent peut-être 80% des émissions. Le chiffre est faux. Je crois que si on agissait tous de manière individuelle, ça représenterait jusqu'à 25% des émissions. Comme ça, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais là où je voulais en venir, c'est que pour moi, ta consommation, elle va aussi
permettre à l'entreprise de savoir comment est-ce qu'il faut qu'ils produisent. Donc, si personne n'achète de Coca ou si tout le monde préfère utiliser un soda stream avec une bouteille réutilisable, bah, Coca, il va se dire, OK, il faut que j'investisse dans ce même procédé-là, il faut que je change mes habitudes, ou alors il faut que je revienne au système de consigne avec des bouteilles qui sont réutilisables. Si, je sais pas, moi, il y a tous les franciliens qui se disent, OK, j'en ai marre des bouchons, je vais utiliser mon vélo, bah, Total aussi, il va chercher à se réinventer avec tout l'argent qu'il possède. C'est des entreprises qui, pour moi, auront toujours la possibilité de se réinventer. Ils ont des ingénieurs qui travaillent quotidiennement pour ça. Donc, du coup, la consommation est vraiment, pour moi, enfin, pas une manière de voter, mais une manière de dire ce que tu veux, en fait, de ta société. Si tu vas consommer plus de bio ou plus de légumes, tu vas envoyer un signal fort à l'entreprise qui produit, enfin, je sais pas, à Carrefour, tu vois. Carrefour, quand il voit sa consommation de légumes augmenter, bah, il va s'adapter à sa demande, quoi. Donc, et pour faire le lien entre surconsommation et surproduction, bah, surconsommation, forcément implique surproduction. Et en fait, j'ai du mal à en vouloir aux entreprises dans le sens où pour moi, ils ne font que s'adapter à une demande. Après, il y a aussi tous les enjeux liés autour de la publicité, où forcément une entreprise, bah, on revient encore à cette histoire de croissance. L'entreprise, elle a pour objectif de croître, elle a pour objectif de gagner plus d'argent, donc elle est obligée de vendre plus, donc elle est obligée de te faire de la pub. Et le fait est que si tu te dis, OK, j'ai besoin d'avoir 6 manteaux et 10 paires de chaussures, c'est aussi parce que la pub t'a fait comprendre que tu en avais besoin, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc c'est un petit peu le chat qui se mord la queue, où on va se dire, OK, bah, forcément que je consomme plus, vu qu'on m'incite continuellement tous les jours à consommer plus. Et il faut qu'on essaye de, je sais pas, de se restreindre ou d'être plus, comment dire ça, raisonnable, et c'est pas forcément facile. Les entreprises jugent-elles mal la demande des consommateurs? Ok, ouais, je vois. Bah, c'est vrai que du coup, enfin, j'allais dire que ça existe pas trop dans le monde du BTP, mais en fait, si, ça existe aussi dans le monde du BTP où des fois, il y a plus de construction. Enfin, quand on voit, par exemple, tout à l'heure, je parlais de la vacance, quand on voit le nombre de bâtiments qui sont inoccupés, bah, il y a forcément plus de construction que de demande. Mais après, ouais, c'est encore des marchés qui sont assez, enfin, dont moi, je ne suis pas du tout expert et qui sont assez complexes. Mais c'est vrai que oui, il y a forcément, je pense, de la surproduction, vu qu'il y a bah, un problème de déchets qui est énorme, même alimentaire, je pense, qui est énorme. Te considères-tu écotop? Bah, j'espère, je sais pas, c'est à vous de me dire du coup. Comment envisages-tu l'avenir d'une Île-de-France verte? Ok. Comment est-ce que j'envisage dans un monde idéal? Je dirais que on opère, enfin, il y a un espèce de grand plan de financement pour rénover un maximum de logements, et puis avec une conscience de transformation et de réversibilité, dans le sens où soit on peut transformer un logement enfin, qu'il ait plusieurs fonctionnalités, en fait. Je trouve ça assez fascinant aussi, ce côté-là, où il faut plus réfléchir le bâtiment comme juste un logement, mais peut-être se dire que bah, demain, je sais pas, on aura besoin de choses différentes, et peut-être qu'il pourra nous servir de salle commune, peut-être que le bâtiment pourra nous servir je sais pas moi, de supermarché, peut-être qu'il pourra nous servir de mairie, et d'avoir un côté un peu bah, réversible et puis multifonction. Ah oui, il y a aussi quelque chose que je trouve très intéressant sur le sujet de la construction, c'est des ZAN. Je crois que c'est les ZAN. Et, en fait, l'objectif, c'est lorsque tu construis, il faut compenser la partie de nature, entre guillemets. Tu vas venir compenser, essayer de compenser bah, le déficit de biodiversité. Je sais pas, tu vas raser des arbres, donc tu vas te dire il faut que je replante ailleurs. Il y en a qui vont encore plus loin et qui parlent de zéro artificialisation brute. Donc en gros, pour eux, ce qui est présent sur ton espace où tu viens construire,
en fait, il faut qu'il y reste. Donc, tu as un arbre, tu vas pas le déraciner, tu vas le laisser et tu vas construire en fonction de... Mais bon, ça, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, c'est pas facile. Mais je pense que les personnes qui pensent zéro artificialisation brute, ils ont plutôt comme objectif de transformer et surtout de rénover. Dans le sens où on n'a pas besoin de construire plus, mais peut-être plutôt de changer, de transformer ce qui existe déjà en fait. Donc de plus détruire d'arbres et de mieux réfléchir et de mieux transformer ce qui existe déjà. Mais les premières choses qui me viennent en tête, c'est ça. La zéro artificialisation brute, zéro artificialisation nette, la rénovation, et puis aussi l'utilisation de chacun des exploitants, donc des personnes qui habitent dans les bâtiments, pour être conscients qu'ils ont un rôle majeur à jouer aussi sur les enjeux écologiques. Une fois qu'ils sont dans leur bâtiment, ils ont plein de choses à faire pour réduire leur consommation. La première étape serait l'information? Oui, je suis carrément d'accord. Parce que du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, il y a des gros enjeux qui se jouent par le consommateur. Et en fait, le consommateur, s'il va faire le choix de manger moins de viande, s'il va faire le choix de mieux utiliser son immeuble, de moins se chauffer, ou je sais pas moi, de mettre un pull, des chaussettes, au lieu de mettre son truc à 22 et rester en t-shirt, son thermostat à 22 et de rester en t-shirt, c'est parce qu'il y a des gens qui informent, il y a des gens qui leur expliquent que peut-être que s'il a ce comportement-là, ça peut être problématique pour des choses qu'il aime. Moi, je pense que l'une des choses qui m'ont convaincu de devenir écolo, c'était pas pour quelqu'un d'autre. Au final, c'est toujours un choix qui est assez égoïste. Après, forcément, on développe une espèce d'empathie et on sait que, en plus, on n'est pas les premiers impactés. Il y a des populations qui seront bien plus impactées et beaucoup plus vite que nous par le changement climatique. Mais moi, je pense que je suis originaire de la Guadeloupe, mes parents sont nés, mon père est né en Guadeloupe. Et du coup, j'allais en Guadeloupe assez régulièrement. Et le fait de voir, en fait, les plages que j'aime où la mer montait et les plages disparaître, forcément, ça m'a poussé à réfléchir, à essayer de comprendre pourquoi. Et donc, ça m'a amené à me questionner sur l'écologie. Pareil, il y a aussi les sargasses. Et donc, c'est des algues qui viennent se déposer sur les plages et qui puent, qui puent de ouf, qui sentent mauvais, qui en fait dégradent la qualité de vie de tous les habitants et qui aussi dégradent le tourisme, donc qui leur fait perdre de l'argent. Donc en fait, je sais pas, il y a plein de choses dont tu te rends compte et personnellement, t'as pas envie que ça continue. Je sais pas, il y a des personnes qui, eux, sont impactées et qui ont envie de faire un changement écologique parce que les montagnes sur lesquelles ils avaient l'habitude de se balader, bientôt, il y aura plus de neige ou je sais pas, des personnes qui aiment le ski, savent qu'ils sont les habitats ou les endroits où ils ont l'habitude d'aller risquent de disparaître. Donc au final, c'est peut-être quelque chose d'assez personnel, mais sans l'information, tu peux pas te développer ton avis ou comprendre pourquoi ou savoir comment agir. Et donc du coup, pour, je pense, avoir les bons réflexes, ça passe par des personnes qui t'informent et te font comprendre comment ça marche. Et puis c'est important aussi de le remettre en question. C'est pas parce que tu vois quelque chose que c'est vrai. Donc plus il y a de types d'informations, plus tu pourras te faire un avis pertinent, je pense.